Nicolas Bouzou, bonjour. Bonjour François. Vous êtes, j'allais dire économiste, mais vous n'êtes pas que ça, parce que vous êtes un économiste qui fait souvent des pas de côté, en mettant en résonance, au fond, l'économie avec d'autres disciplines des sciences humaines, l'histoire, la psychologie. C'est ça d'ailleurs qui fait votre originalité. Vous êtes aussi entrepreneur, vous avez fondé un cabinet d'études économiques, celui-ci, qui s'appelle Asterès. Bienvenue dans ce podcast qui s'appelle « Pourquoi faire compliqué ?» Bon, l'idée, c'est d'explorer les blocages français et puis de comprendre comment en sortir. Alors, il y a une tradition, c'est qu'on se tutoie. Est-ce que ça vous va ? Ça me va d'autant mieux que, on peut le dire, on se connaît depuis un certain nombre d'années et nous nous tutoyons dans la vie. Donc je pense que ça ne posera pas de difficulté. Ce sera assez intuitif. Comme dans la vie réelle. Nicolas, les Français, nous les Français, est-ce que nous sommes nuls en économie ? Non, je ne dirais pas qu'on est nul en économie, mais c'est vrai que la tradition du débat public en France, elle est assez peu portée sur l'économie. Elle est beaucoup plus portée sur la politique. Et d'ailleurs, il suffit de regarder, on prend la presse écrite, on regarde les titres de presse dans la presse anglo-saxonne, généraliste, américaine encore plus, et on compare aux titres de presse français. Il est clair qu'on va beaucoup plus parler d'économie et surtout de la vie des entreprises dans les pays anglo-saxons plutôt qu'en France. Donc le terme de nul est un peu excessif, mais c'est vrai qu'on a moins cette tradition du débat, alors qui s'explique sans doute par des raisons historiques. C'est-à-dire, je pense que la politique est quelque chose qui est très important en France, notamment depuis la Révolution, voilà, parce que le fait historique, sans doute le plus important en France ces derniers siècles, ça a été la Révolution française, que c'est un acte politique absolument fondateur et que voilà, c'est resté dans la psyché collective. Je pense aussi que pour des raisons, alors là, extrêmement matérielles, concrètes, allez, par exemple, il n'y a pas de fonds de pension en France. Ce qui veut dire que la retraite de nos concitoyens, finalement, a assez peu à voir avec les résultats des entreprises. C'est pas du tout ce qui se passe aux États-Unis. Typiquement, aux États-Unis, quand la bourse connaît des difficultés, la presse généraliste va tout de suite titrer sur les marchés financiers, sur les entreprises, non pas sous un angle très macro ni très intellectualisant, mais vraiment sous cet angle de attention, les retraites, etc. Voilà, donc on a une conjonction d'éléments qui font que, cela dit, tu es bien placé pour savoir, et moi aussi d'une certaine façon, que nos concitoyens peuvent s'intéresser à l'économie. Moi, je pense que c'est faux. Voilà. Que les Français ne sont pas nuls du tout en économie. Et souvent, les gens avec qui on parle, ils ont une conscience très claire des grands enjeux. Après, tout le monde est un peu double, quoi. Au moment où il faut justement économiser sur certaines choses, on dit non, pas tout de suite. Et les politiques, comment tu jugerais leur niveau en économie ? C'est des politiques qui, pour l'essentiel, ne viennent pas du tout du monde de l'entreprise. Ouais, là j'ai un regard, surtout en ce moment, on va dire, qui est relativement négatif. Je trouve que la classe politique en France est de très haut niveau, globalement. Elle est très cultivée, très intelligente. Alors, contrairement à ce que pensent beaucoup de nos concitoyens, très honnête aussi en moyenne. Donc, je pense vraiment très cultivée. Et d'ailleurs, on a un débat politique, en fait, de haut niveau. Mais pour le coup, en économie, c'est vrai qu'un très grand nombre d'élus connaissent mal les questions économiques. Alors, tu as tout à fait raison, parce que ça ne correspond pas à leur passé. Aujourd'hui, quand on regarde l'Assemblée nationale... Il y a leur formation. Il y a des professions libérales, quand même. Quand même, c'est vrai. Voilà, mais c'est vrai que ça ne correspond pas à leur formation. Et on a vu, notamment, je pense à une séquence que j'ai jugée lunaire. Alors, pardonne-moi, ça n'était pas sur une des chaînes du groupe, mais d'Éric Coquerel répondant à une de tes collègues sur la question de la taxe Zuckman, où on voyait bien que le président de la commission des finances, qui est un poste très important, n'avait pas de notion de la différence entre chiffre d'affaires, résultats, etc. Donc des choses de base. Donc voilà, il y a quand même des problèmes. Je pense qu'il y a un manque de sensibilité aux questions économiques. Et ce qui m'a le plus frappé et dérangé dans la séquence budgétaire récente, c'est qu'au fond, il n'y avait pas au Parlement de réflexion sur l'impact des mesures budgétaires qui étaient prises. Typiquement, on met en place des taxes sur les très grandes entreprises, on peut parfaitement en discuter, mais en réalité, on n'en discute pas. C'est-à-dire qu'on discute éventuellement du caractère plus ou moins moral de ça, taxer les gros versus les petits, etc. Mais il n'y a pas de réflexion sur l'impact que ça peut avoir sur l'investissement, sur l'emploi, je ne sais quoi. Donc là, je pense quand même qu'on a un véritable sujet. Parce que tu dis elle est intelligente, il n'y a pas de doute, la classe politique. Mais au fond,
Est-ce qu'on a besoin de gens intelligents? Non, c'est une grande question. Parce que Non, mais- on n'a pas besoin d'élire ChatGPT, quoi. De Oui, ce point de vue, non. celui qui connaît tous les Oui. dossiers et qui ne fait pas... Oui, c'est une grande question. Et à l'inverse, moi qui me situe dans une tradition intellectuelle qui est celle du libéralisme, Ronald Reagan a souvent été dénoncé comme étant quelqu'un justement de stupide, de pas cultivé, etc. Et je pense qu'il a été un grand président et qu'il a René mené une Monory politique. chez nous, un garagiste. Voilà, exactement. Pierre Pierre Bérégovoy, Bérégovoy, pour prendre un exemple de l'autre côté du spectre politique. Donc, je suis d'accord avec ça. Mais de toute façon, moi, je pense, et c'est d'ailleurs de là que vient mon engagement dans le débat public, que c'est aussi à nous de mettre l'ambiance. C'est-à-dire que la politique, c'est évidemment très important, c'est passionnant, mais en fait, avant la politique, il y a l'ambiance intellectuelle, culturelle, le débat public, et c'est la raison pour laquelle je consacre une partie de mon temps, alors que ce n'est pas mon métier de base. Toi, tu es journaliste. C'est ton métier d'écrire, d'être sur les plateaux, de parler à la radio. Moi, ça n'est pas le mien, je fais ça en plus, en quelque sorte. Mais j'ai toujours considéré que c'était très important parce que je pense qu'il faut acclimater le débat public en permanence à ces questions économiques. Alors, juste un tout petit mot parce que ça m'a passionné. Il se trouve que pour le livre que je viens de sortir, j'ai lu ce que je vais être très franc avec toi, jamais fait malheureusement, c'est-à-dire la totalité des mémoires du général de Gaulle. Et dans les mémoires d'espoir, donc qu'il a écrit après avoir quitté l'Élysée, le 3e chapitre porte sur l'économie. De mémoire, le premier doit être sur les institutions, le 2e sur l'Algérie, ou c'est l'inverse, je ne sais plus, le 3e est sur l'économie. Et en fait, le général de Gaulle dit, faut le lire parce que c'est fascinant, il dit, bon, les journalistes ont toujours considéré et ont toujours prétendu que je ne m'intéressais pas à l'économie. Et c'est complètement faux, c'est ce qui m'intéressait le plus, à tel point que président de la République, j'y consacrais la moitié de mes journées, parce que j'ai toujours considéré que la France ne pouvait être grande et puissante que si elle avait une économie prospère, qui fonctionnait bien. Et donc je recevais des dirigeants d'entreprise, je recevais des scientifiques, etc. Alors j'ai trouvé ça absolument passionnant, parce que il remet les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que l'économie, en fait, n'est peut-être pas une fin en soi, mais pour un pays qui a de grandes ambitions, c'est un socle qu'il est absolument nécessaire de comprendre, même quand on est le général de Gaulle. Alors, tu évoquais le livre que tu viens de publier, ça s'appelle L'Éternel sursaut. C'est une chronique de l'histoire française où tu sélectionnes bon nombre de moments sur plusieurs millénaires et où tu montres que finalement, quand ça va mal, on n'est jamais si près de la Renaissance. Un économiste optimiste, j'ai jamais vu ça. C'est comme un boucher végétarien. C'est presque antinomique. Ouais. Qu'est-ce qui te rend optimiste aujourd'hui ? Très honnêtement, je me force pas. Alors, bon, je pense très honnêtement, mais ça n'intéresse personne, que je suis plutôt une bonne nature spontanément. Mais au-delà de ça, j'y crois. C'est-à-dire que, en fait, alors j'y crois à 2 titres. Déjà, je pense, sans parler de la France, on vit une période qui est absolument passionnante, mais qui peut potentiellement être fabuleuse. Parce que je pense vraiment que les progrès extraordinaires de l'intelligence artificielle, de la robotique, des biotechnologies, demain du quantique, ou après-demain du quantique, sont vraiment une promesse de solution à beaucoup de défis qui sont ceux auxquels l'humanité fait face en matière de santé, en matière d'énergie, en matière d'écologie, d'accès à la culture, d'éducation. Donc je crois vraiment à ça, et je pense même, ça peut sembler être une provocation, mais qu'en réalité, ces 20 prochaines années peuvent être un âge d'or extraordinaire de l'humanité. On n'est pas loin d'une nouvelle belle époque. Ouais. Tu la dates même dans ton livre, hein, tu dis 2030. Alors, c'est vrai que quand on voit l'état de la France aujourd'hui, il ne s'agit pas de se décrier, ni non plus de noircir le tableau, mais les indicateurs objectifs, le niveau de vie des Français par rapport à la moyenne européenne, le classement du système éducatif français par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE, le sentiment qu'on a tous quand on va aux urgences à l'hôpital que c'est de plus en plus compliqué. Enfin, il y a un sentiment de déclin dans ce pays. Oui, alors je dois dire 2 choses par rapport à ça. D'une part, il y a beaucoup de problèmes dans notre pays. On peut en citer plein, on pourrait y passer toute notre conversation, la dégradation du niveau des enfants en mathématiques, la question de l'endettement public qui évidemment est très, très problématique, le fait que nos performances en termes de croissance n'aient pas été très bonnes ces dernières années et que ça ait aujourd'hui un impact sur les salaires, par exemple, donc quelque chose de tout à fait concret. Tout ça est parfaitement vrai.
Je mets 2 nuances. C'est très impopulaire ce que je fais, parce qu'évidemment, tout le monde a envie d'entendre dire que tout s'effondre. Première nuance, j'y pense parce que tu évoques la question des urgences hospitalières. Ça ne va pas du tout, les urgences hospitalières en France. Beaucoup d'entre nous ont fait cette expérience récemment, ou leurs proches. Il y a d'énormes problèmes. C'est vrai aussi ailleurs. Il se trouve que ma fille vit au Canada, j'y vais beaucoup, et la dernière fois, les Canadiens viennent me voir, parce que j'avais fait un peu de médias aussi, et ils me disent, voilà, monsieur Ouzou, il faut absolument qu'on vous parle, on est très content d'avoir un Français, parce qu'on voudrait vous parler des urgences hospitalières au Québec. Je leur dis, écoutez, très bien, mais enfin, vous savez... Et ils me disent, voilà, on sait que vous vous intéressez aux questions d'économie de santé, on a vu que les temps d'attente aux urgences en France étaient de l'ordre de 7 à 8 heures. Comment et vous donc, faites on voudrait que vous nous expliquiez comment vous faites pour avoir une performance aussi brillante, Ouais. parce que dans beaucoup d'hôpitaux, on est à plus de 30 heures, et donc expliquez-nous ça. Bon, je dis ça parce que les urgences, évidemment, quand on y va, c'est un énorme problème. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des problèmes qui sont compliqués et que c'est pas un simple changement de gouvernement, de président ou tout ce qu'on veut qui va résoudre ça du jour au lendemain. C'est un problème difficile, première chose. Deuxième chose, la France, en effet, a des difficultés, notamment du point de vue économique, mais elle ne s'effondre pas. On a un peu de croissance économique, on a un tissu d'entreprise qui reste encore très dense, qui est présent sur tout le territoire, dans beaucoup de secteurs. Et mon analyse des choses, c'est plutôt une analyse en termes de frustration. C'est-à-dire que je trouve que la France pourrait faire en fait beaucoup mieux. Et c'est ça, je trouve, le sujet peut-être qu'on devrait traiter. La France pourrait faire beaucoup mieux parce que, en fait, ce moteur entrepreneurial, il est bridé, il est petit, mais il existe. Tu as beaucoup suivi, je m'en souviens, on en parlait à l'époque, la situation économique des pays du sud de l'Europe quand il y avait la crise, ou de la Grèce. La situation de la Grèce était vraiment une situation critique, parce que il n'y avait pas un tissu d'entreprise extrêmement dense, pas dans beaucoup de secteurs, l'État ne fonctionnait pas, il y avait de la corruption, etc. Enfin, je veux dire, c'était des sujets majeurs. La France, mon sentiment, c'est en réalité que les changements qu'on a à faire, les réformes qu'on a à faire, sont tout à fait à notre portée pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Et donc ça aussi, en fait, ça me rend relativement confiant dans l'avenir. Je me dis vraiment, on pourra rentrer dans les détails si ça t'intéresse, mais il suffirait de pas grand-chose pour que le pays retrouve vraiment beaucoup de dynamisme du point de vue économique. Et donc, pour répondre complètement à ta question, oui, je suis aussi relativement confiant sur l'avenir de la France. Tu évoques les pays d'Europe du Sud. La différence, quand même, c'est qu'ils ont fait l'expérience de la crise. Oui. Une crise dure. Tu évoquais la Grèce, mais on pourrait parler du Portugal, de l'Espagne aussi, qui a expérimenté vraiment, disons, qui a touché le mur, au fond, ce que nous n'avons pas touché. Est-ce qu'il faut forcément passer par une crise pour renaître et taper du talon sur le fond de la piscine? Oui, mais justement, moi, je ne conçois pas mon rôle comme quelqu'un qui vient s'exprimer en public pour dire il faut qu'on ait une bonne crise parce que c'est comme ça qu'on va remonter. Ça se passera peut-être comme ça, j'en sais rien. Mais moi, je peux pas dire ça. Voilà, donc je pense au-delà de ça qu'il y a une espèce de fierté française qui m'amène à penser que la prise de conscience peut se faire avant la crise. Tu as raison, hein. Portugal, Espagne, en fait, on a réussi à faire des consensus politiques autour de la réduction des déficits publics, par exemple. Ça a été très net au Portugal, parce qu'il y avait eu cette expérience matérielle de la crise. Donc évidemment, quand la question c'est comment on va trouver de l'argent pour payer les retraites à la fin du mois, oui, ça facilite le consensus politique, bien évidemment. En France, on n'a pas ça. D'ailleurs, pour beaucoup de raisons, je ne suis pas sûr qu'on arrive à ça. Parce que c'est un grand pays, parce que les marchés, quand même, continuent de nous faire, même si ça se dégrade, parce que la Banque centrale, voilà, l'Union européenne, exactement, la Banque centrale européenne, pas rentrer dans des détails trop techniques, mais donc je ne suis pas sûr qu'on arrive à une situation critique. Mais en revanche, on a une situation en matière de finances publiques qui est très mauvaise et qu'il faut régler. Mais je pense qu'il peut y avoir une prise de conscience. Et moi, deux événements que j'ai trouvé quand même tout à fait passionnants, j'y reviens, il y a 1 an et demi, mais ça a été Notre-Dame et les Jeux Olympiques. Parce que Notre-Dame et les Jeux Olympiques, qu'est-ce qui s'est passé quand on regarde les choses attentivement? On a fait des lois d'exception au Parlement. Alors c'est automatique pour les Jeux Olympiques, mais on a fait la même chose pour Notre-Dame pour simplifier en fait tout ce qui est un peu problématique pour les entreprises dans le cours normal des choses. Donc on a fait des lois de simplification. On a dit aux gens, allez trouver de l'argent privé, parce que l'argent public, il n'y en a plus. Donc, allez voir des grandes entreprises pour faire financer Notre-Dame et les Jeux Olympiques.
Et puis on a donné un très grand projet aux Français, parce que la France, c'est quelque chose que j'essaie de détailler, est un pays assez particulier. C'est un pays par nature, depuis l'origine en fait. C'est un pays qui est conflictuel. C'est pour ça qu'on est le pays des hauts et des bas. C'est que cette énergie qu'on a en nous, si elle n'est pas canalisée, elle devient conflictuelle. Si elle est canalisée par des projets, elle sert vraiment le pays et le meilleur. Et c'est ce qu'on a vu à ce moment-là. Donc pour moi, c'est pas des anecdotes en réalité ce qui s'est passé, le fait qu'on ait impressionné le monde, grosso modo. Et on l'a fait pour le coup, tout simplement, parce que on a voulu le faire. Donc tu vois, je suis pas sûr qu'on ait besoin d'une crise pour se ressaisir et pour faire des choses grandioses. Oui, alors bon, c'est vrai que c'était 2 réussites ponctuelles qu'on a mis les moyens. Ce qui est frappant, effectivement, c'est qu'on est sorti des procédures habituelles, de l'absurdistan français. C'est ça. On a créé une espèce de voie Oui. accélérée. Ouais. Bon, super. Mais tout ça se déroule sur fond de quinquennat complètement raté. Oui. Enfin, à cette date. Oui. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les Non, 18 mois. non. Enfin, disons, depuis la réélection d'Emmanuel Macron, il ne se passe rien à part la montée de la dette. Donc, c'est là où on se dit, bon, on a concentré notre énergie, oui, mais sur les sujets, je dirais, fondamentaux qui peuvent impacter la vie des Français, et pas seulement leur image à l'étranger, on a plutôt régressé. Je dirais pas qu'il ne se passe rien, en fait. Il ne se passe rien politiquement, mais quand on regarde l'économie, il se passe beaucoup de choses. Et moi, ce qui me frappe de plus en plus, justement, c'est que il y a encore un an et demi, tu es bien placé pour le savoir, tous les responsables d'entreprise, les fédérations professionnelles, les représentations patronales disaient mais on n'en peut plus de cette incertitude, ça nous bloque, etc. On est tétanisés, on fait rien. Et alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que le discours a évolué et qu'aujourd'hui, c'est plutôt, alors ce qui n'est pas rassurant à certains égards, mais c'est plutôt, bon, on regarde à peine, franchement, ce qui se passe, et nous, on fait notre vie. Mais donc, il continue de se passer des choses. Il y a la France est un pays qui est relativement attractif. Il y a quand même toujours beaucoup de création d'entreprises. On a beaucoup d'innovations, on pourra y revenir, mais beaucoup d'innovations en France. Et en fait, c'est l'histoire de France, mais on en a beaucoup en ce moment. Donc, je ne dirais pas qu'il ne se passe rien en France. En revanche, oui, sur le plan des politiques économiques, là, évidemment, il ne se passe rien. Et de toute façon, c'est assez simple. Tout ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, par exemple, en matière de finances publiques, pour moi, il y a 2 grands sujets, qui sont les finances publiques et la simplification. Ce qu'on ne fait pas sur ces sujets, de toute façon, on sera obligé de le faire de façon plus efficace, plus brutale, après 2027. Mais si ça ne se fait pas en 2027, il faudra le faire plus tard. Donc, on perd du temps. Dans ton livre, tu parles notamment d'Azincourt. Tu en fais un peu la matrice de la défaite française pendant la guerre de 100 ans. Les Britanniques nous aplatissent, on est battu vraiment à plat de couture. Bon, alors il y a Azincourt, il y a bien sûr 40, qui est aussi resté dans la mémoire collective comme finalement la défaite terrible. Un peu auparavant, il y a Sedan, Ouais, c'est aussi absolument. Au bout de 6 Peut-être encore plus semaines, spectaculaire. la défaite et puis l'empereur en captivité. Mais tu dis à chaque fois, et j'ai encore en tête ce que tu dis sur Sedan, 20 ans après, la France fait l'admiration du monde parce qu'elle est à la pointe des technologies, sur l'aéronautique, sur la voiture. L'exposition universelle intervient un peu de temps après. Et on retrouve une France brillante et efficace. Qu'est-ce que ça nous apprend sur les bons leviers pour redresser la barre aujourd'hui ? Ouais. Là, je pense qu'on est vraiment au cœur du sujet. Parce que, donc, en effet, cette période, à partir de 1870, c'est une période incroyable où tout s'enchaîne pour le pire. Parce qu'il y a Sedan, la chute de l'Empire, mais la Commune, la guerre civile, pour le coup, et puis les scandales parlementaires, Panama, même un président de la République qui a été un peu oublié, qui s'appelait Sadi Carnot, mais qui est assassiné par un terroriste italien, et l'affaire Dreyfus, quand même, qui divise incroyablement les Français. Et en effet, à la fin du siècle, on invente le cinéma, on invente l'art nouveau, les expositions universelles, et puis la France va même devenir, quelques années, leader mondial de l'automobile jusqu'à ce que la Ford T arrive, et puis les débuts de l'aéronautique. Et la France va jouer un grand rôle. Ça tient, tu as raison. Plutôt après la guerre. La Ford T, c'est 1908, je crois. Oui, voilà, donc quand même, c'est pas rien. On tient le coup. On tient le coup, absolument. Et en fait, justement, alors pour répondre à ta question, je pense que le 19e siècle et beaucoup de politiques économiques au 19e siècle avaient préparé ce rebond absolument extraordinaire en donnant plus de liberté aux agents économiques. Comme tu sais,
je m'inscris dans une tradition intellectuelle qui est celle du libéralisme, donc je suis aussi un idéologue d'une certaine façon, je défends ces idées, je défends ces valeurs et je l'assume parfaitement, mais au-delà de l'idéologie, je pense quand même qu'un certain nombre de lois, et notamment une loi très importante, qui est une loi de 1867 sur la société anonyme, la constitution d'entreprises modernes et la sécurisation des entrepreneurs. Hein, l'entreprise devient anonyme, donc elle est distincte de son fondateur. Et puis la création de la Bourse de Paris et tout au long du 19e siècle, quand même des politiques du point de vue économique qui sont des politiques plutôt libérales. Je pense vraiment que ça a préparé cette extraordinaire explosion entrepreneuriale qu'on a à partir de la fin du siècle. Et c'est pour ça que la conclusion que je tire de ces épisodes, et je pourrais dire exactement la même chose de la deuxième partie des 30 Glorieuses, après le retour du général de Gaulle en 58, c'est que à partir du moment où on laisse les Français le plus libre possible du point de vue économique et où on n'a pas trop de désordre du point de vue de nos finances publiques, en réalité, l'économie française est brillante parce que depuis très longtemps, l'énergie française se traduit beaucoup par une énergie entrepreneuriale et aussi une énergie d'ingénieur. Donc la France est structurellement un pays d'entrepreneurs et d'ingénieurs. Et si je voulais pousser même l'histoire jusqu'au bout, je dirais même la France d'avant la France, parce qu'en réalité, la Gaule, on le sait aujourd'hui, était un pays, je mets plein de guillemets, c'est les historiens me tueraient, enfin, bon, un pays, disons-le comme ça, aussi qui était très entreprenant. Donc je crois vraiment que tout le discours que j'ai beaucoup entendu sur la France, c'est pas un pays libéral, c'est un pays qui n'aime pas l'entreprise. Je pense vraiment que c'est radicalement faux. Je pense que c'est l'inverse. En revanche, je pense qu'on ne le dit pas assez et qu'on ne l'enseigne pas assez. Mais attends, tu es d'accord toi avec ça? Ça m'intéresse d'avoir ton avis parce que écoute, tu as beaucoup écrit sur l'histoire aussi. Franchement, je suis, j'ai pas de réponse ferme là-dessus. Je suis plein d'interrogations et je me demande si, de façon générale, je pense que ce qui ne change pas est plus important que ce qui change. Autrement dit, que les permanences structurent dans la psychologie collective, certainement. Mais je me demande aussi si, après, justement, au fond, des décennies d'État-providence plus ou moins bien calibrées, plutôt mal quand même dans les 15 dernières années, ça ne change pas la psychologie collective. Je prends un exemple. Tu évoques 58 comme évidemment l'archétype du redressement. Je me suis intéressé au plan REF. Oui. Je lis l'ensemble de ces mesures. Il y a une des mesures qui est frappante. On introduit une franchise médicale pour tous les Français. Donc, c'est-à-dire une part qui reste à leur charge lorsqu'ils consomment des soins, 3 000 anciens francs. Bon, par Français et par an. Je me dis, mais tiens, combien ça fait? Donc, je vais sur le site de l'INSEE, qui a un convertisseur, 130 €. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que les Français, nous, et je me mets dedans, soyons capables d'accepter cette mesure difficile? De Gaulle en avait quand même exonéré les plus nécessiteux. Hein. Alors que dans le précédent projet de budget, on projetait d'augmenter la franchise de 50 centimes par boîte de médicaments, et on a crié justement au diable libéral. Autrement dit, est-ce que la psychologie nationale, elle n'a pas changé finalement avec l'expérience d'un mode d'administration de l'économie dominé par l'État, avec ses bons côtés, aussi avec ses mauvais côtés. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça n'hypothèque pas le redressement? Non, je ne crois pas. Je pense en fait que c'est fatalement très difficile et ça crée fatalement énormément de mécontentement. Mais je pense quand même qu'on peut le faire. Et en réalité, ces 30 dernières années, beaucoup de réformes assez difficiles ont été faites en France. Alors on a en tête évidemment les réformes des retraites. Bon, malheureusement, là, on est revenu dessus. Mais la réforme précédente a été faite dans la douleur. Mais elle a été faite. Mais souviens-toi, on n'en parle plus, mais les lois travail, une ministre qui s'appelait Myriam El Khomri, qui était quelqu'un de formidable, c'était sous le mandat de François Hollande, qui avait fait des lois pour faire en sorte que les entreprises puissent augmenter un peu le temps de travail, etc. Tu te souviens des réactions que ça avait provoquées dans la rue? Il y avait énormément de monde, il y avait même eu des violences. Si je te suis, et ça s'est fait quand même. Donc, si je te suis, Hollande est un meilleur président que Macron, au fond. Et non, mais en tout cas, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que... Je ne suis pas socialiste. Je n'ai pas voté François Hollande, mais je ne fais pas du tout partie de ceux qui pensent que François Hollande est un président qui a fait honte à la France. Tu le dis dans ton livre. Oui. Alors, sur les 3 derniers présidents, il y en a un que je préfère pour des raisons politiques, personnelles, c'est Nicolas Sarkozy. Mais je ne pense pas que François Hollande, je pense que la politique même qu'il a menée, à partir du rapport gallois, en réalité...
Oui. Et après, avec Manuel Valls, en fait, était la bonne politique. Et qu'elle a contribué autant que la politique de 2017, du début du premier quinquennat Macron, à redonner à la France un côté amical pour les affaires, à attirer des investissements. Donc je pense que cette politique était la bonne. Mais donc je pense que ton exemple est remarquable, augmenter la franchise sur les boîtes de médicaments, ce qui, à mon avis, est de bonne politique, je pense que c'est absolument nécessaire, que ça se fera, et que ça se fera dans la douleur, parce que tout se fait dans la douleur. Et d'ailleurs, quand j'ai des discussions avec la classe politique, en fait, beaucoup me disent « Ah, mais tu verras, quand je serai élu en 2027, déjà, on va expliquer bien avant ce qu'on va faire, et puis on va faire œuvre de pédagogie, etc. Et donc, tout va bien se passer. » Je suis absolument convaincu que c'est faux. Je pense qu'il faut faire de la pédagogie, mais je pense que l'effet de la pédagogie est marginal. Et qu'en fait, en France, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Tu fais une réforme des retraites au Japon, ça se fait par décret, je crois que pas grand monde s'en rend compte en réalité. En France, c'est 1 million de personnes dans la rue ou des centaines de milliers de personnes dans la rue pendant quasiment un an. Et tout est comme ça. Et je pense qu'il faut absolument l'assumer, mais que ça n'est pas une raison pour ne pas le faire. C'est même ça, d'ailleurs, qui grandit d'une certaine façon ce qu'est la politique dans notre pays. Et je pense aussi que c'est la raison pour laquelle il faut défendre la démocratie représentative. C'est-à-dire que ça, c'est un grand sujet que nous avons avec quelqu'un que tu connais, qui s'appelle Pierre-Henri Taboyot, qui est, à mon sens, de nos meilleurs philosophes, qui explique très bien que la démocratie représentative, ça n'est pas la démocratie directe. C'est voter pour des gens qui, en gros, qu'on mandate pour faire le sale boulot. Mais bien sûr. Et nous donnons la possibilité, évidemment, de les huer parce qu'ils font ce sale boulot. Et il y a un accord Je crois très profondément à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le représentant qu'on élit, on l'élit aussi pour qu'il puisse travailler pour le moyen terme contre notre intérêt de court terme. Bien absolument. Sûr, bien sûr. Et donc, je pense qu'il faut défendre ça et qu'il faut assumer le fait que quand on fait des choses, oui, en France, ça suscite des mécontentements. En 27, élection présidentielle, bon, est-ce qu'elle sera résolutoire ou pas par rapport aux problèmes qu'on évoque, je ne sais pas. Dans l'idéal, il faudrait commencer par quoi? Le nouveau président, sa première mesure symbolique, celle qui peut provoquer un engrenage favorable, c'est quoi? Alors moi, je ferais ce qu'a fait Napoléon en 1804, c'est-à-dire que c'est formidablement expliqué dans un petit livre de Robert Badinter qui s'appelle Le plus grand bien, c'est l'histoire du Code civil. Oui. Je réunirais quelques juristes. Sous mon autorité, je leur demanderais de réécrire un certain nombre de codes et je ferais voter ça par le Parlement. Raphaël Dohan, qui est un jeune historien absolument brillant, m'explique que c'est tout à fait possible du point de vue légal et constitutionnel. Ah oui, je leur dirais, mais prenez tous les... Alors, je commencerai quand même par certains codes. Il y en a certains que j'ai dans le viseur, code de l'urbanisme, code des marchés publics, par exemple. Et je leur dirais... proposer une simplification radicale. Faites-vous aider par l'intelligence artificielle, notamment pour identifier les redondances et les contradictions, et faites une simplification radicale. Et ça, je le ferai tout de suite, et surtout, je le préparerai avant, ce qu'aucun candidat ne fait. Je le préparerai avant, parce que c'est un gros travail. C'est un travail titanesque. C'est un travail titanesque, et surtout, il faut en quelque sorte prendre tout le monde de vitesse. Je crois que c'était dans son livre sur François Mitterrand que Jacques Attali raconte qu'en 1980, alors même qu'il n'avait vraiment pas de garantie de gagner l'élection, il avait fait écrire préalablement à l'élection les lois de décentralisation et les décrets d'application, parce qu'il savait très bien que la décentralisation allait générer évidemment beaucoup de résistance à l'intérieur de l'État et qu'il fallait prendre tout le monde de vitesse. Et donc tout était préparé avant, y compris les décrets d'application. Je trouve ça absolument fascinant et je m'agace, pour ne pas dire plus, quand je vois que, y compris d'ailleurs chez certains de mes amis, beaucoup déclarent leur candidature à l'élection présidentielle, etc., en disant je vais réduire la dépense publique, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais ça, c'est pas un programme. C'est pas comme ça qu'on prépare une élection, à mon sens. Donc je ferai ça. Voilà, pour répondre à ta question, je commencerai par ça. Toi, en tant qu'entrepreneur, oui. L'Absurdistan, tu t'y confrontes souvent? Non, pas trop, parce que moi, je vends des études. Et donc, en réalité, dans le secteur des services, on n'est pas trop confronté à ça. Alors après, oui,
il y a des choses qui sont assez rigolotes. Par exemple, j'ai appris cette semaine que dans nos bureaux, j'ai fait faire un contrôle anticipé pour voir si tout était aux normes chez nous. C'est un bureau parisien, voilà, dans un immeuble du Sentier. Et en effet, j'ai appris que dans les 80 mètres carrés qui nous sont dévolus, il fallait que je fasse le fléchage, sortie de secours, etc., au cas où il y aurait un incendie. Donc, étant donné qu'il n'y a qu'une seule porte, je pensais ça superflu, mais je me conforme, évidemment. Je critique les normes, mais je me conforme aux normes. Et donc, je vais mettre des petits panneaux verts lumineux au-dessus des portes pour bien rappeler où est la porte, mais qu'on trouve relativement facilement. Bon, voilà, tout ça, je le disais, c'est vraiment pas grave. Non, ça, je n'y suis pas trop confronté. Je trouve surtout qu'il y a aussi des révolutions silencieuses en France. Je te donne un exemple, le droit du travail. Il y a 20-25 ans, le droit du travail en France, c'était vraiment très rigide, c'était très compliqué. Aujourd'hui, on a un marché du travail qui, de ce point de vue-là, fonctionne bien. Il y a eu des outils nouveaux, comme la rupture conventionnelle. Les ordonnances pénicaux, c'est très important, qui permettent aux entreprises de déroger à des accords de branche. Ça peut sembler très technique, mais ça ne l'est pas du tout. Ça permet, par exemple, d'annualiser le temps de travail, enfin, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment important. Aujourd'hui, quand il y a du contentieux au prud'homme, c'est encadré, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc je trouve qu'au fond, un peu sans s'en rendre compte, on a considérablement normalisé le fonctionnement du marché du travail en France. Donc tu vois, il y a des choses qui se font quand même. Hein. L'actualité est dominée par l'affaire Epstein, comme on dit en américain, ou Epstein. On voit les ramifications quasiment planétaires. Enfin, j'exagère, mais à peine. Des démissions dans différents secteurs, notamment aux États-Unis. Comment tu vois ça ? Il y a une lecture de cette affaire. Disons, on peut n'y voir qu'un fait divers extraordinaire, ou au contraire quelque chose de beaucoup plus révélateur sur le fonctionnement des élites. Complètement. Alors, sur le fonctionnement des élites, je ne sais pas. En tout cas, moi, cette affaire me passionne parce que c'est son aspect systémique et son versant économique aussi qui me passionne. Et, il y a les deux. Il y a un aspect criminel sexuel et puis un aspect fiscal et économique. Oui, mais en fait, tout est imbriqué parce que tout est fait de promesses, de chantage, de dons, donc d'échanges. D'échanges, c'est ça. Donc l'économie là est complètement imbriquée en réalité avec le crime. C'est ça que je trouve tout à fait fascinant. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on voit dans les dialogues. Alors, c'est terrifiant, mais entre Bannon et Epstein. Steve Bannon, donc le conseiller, disons, cette personnalité très conservatrice, qui s'est un peu éloignée de Trump aujourd'hui. Oui. Mais bon, mais donc, et en fait, il parle beaucoup d'argent. On voit vraiment que c'est très obsessionnel. Et en fait, on comprend bien, me semble-t-il, que les crimes sexuels sont complètement intriqués avec ces crimes d'argent, que tout est lié. Et donc, il y a vraiment quelque chose de systémique dans cette affaire. Alors après, je ne suis pas sûr que j'en ferai la matérialisation des élites contre les autres. Parce que je connais énormément de gens qui font partie de ce qu'on appelle l'élite et qui, me semble-t-il, sauf grosse surprise, n'ont absolument rien à voir avec ça, bien évidemment. Donc je ne ferai pas ce genre de généralisation. Mais ça nous dit aussi des choses, sans doute, sur ce qu'était la finance aux États-Unis dans les années 90. Parce qu'en fait, Epstein, c'était pas... Il a fait sa fortune au début dans la finance. Il n'y avait pas de très bon diplôme, en fait. Il a été recruté parce qu'il était sans doute super débrouillard, super malin. Il était capable de faire un bon prof de maths, faire des deals. Ouais, c'est ça. Il était bon en maths. Et il a commencé à gagner de l'argent assez facilement. Comme ça, alors ça c'est un sujet pour toi, parce que c'est un sujet un peu aussi d'histoire des bulles financières, tu as beaucoup écrit là-dessus. Et ça s'est aussi inscrit dans ce contexte. Il y a un film que j'adore, mais pardonne-moi, mais j'y pense parce que j'ai l'esprit d'escalier. Je trouve que Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, c'est une leçon d'économie, alors qui n'est pas théorique, mais qui est absolument magistrale. C'est extraordinaire. Tu évoques la bulle. C'est vrai qu'il y a certains commentateurs de la finance ou économistes qui disent on est dans une situation dangereuse aujourd'hui compte tenu de la valorisation des actions, notamment celles qui sont liées à l'intelligence artificielle et en particulier aux États-Unis. J'ai en tête
la fameuse mesure de Robert Shiller, le prix Nobel d'économie, qui montre qu'aujourd'hui, avec sa méthode de calcul, le prix des actions est supérieur à celui qu'il avait atteint à la veille du krach de 29. Quel est ton sentiment là-dessus ? Alors, que l'indicateur de Robert Shiller est suffisamment haut pour que moi, à titre personnel, je n'investisse pas en bourse en ce moment. Je pense qu'en effet, il va y avoir un ajustement, mais tu connais ça par cœur, tu as écrit là-dessus, c'est consubstantiel en fait aux périodes de révolution technologique, parce qu'en réalité, on a beaucoup de mal à évaluer la valeur des entreprises. Et quand j'entends dire que la situation aujourd'hui n'est pas la même qu'au début des années 2000, parce que les grandes entreprises gagnent de l'argent, en fait, c'est faux, parce que l'intelligence artificielle perd énormément d'argent. Alors oui, Microsoft, Alphabet, Amazon gagnent de l'argent, mais en réalité, OpenAI, c'est une entreprise qui perd de l'argent dans des proportions qui sont absolument stupéfiantes. Donc on voit bien qu'on n'a pas encore les business models, que sans doute, c'est vraiment ma conviction, il y a des phénomènes de survalorisation qui sont importants. Moins, ceci dit, qu'au début des années 2000, parce que pour le coup, la politique monétaire ces dernières années a été les taux d'intérêt ont monté. Donc ça, la bulle n'est pas entretenue par des phénomènes monétaires, en tout cas dans un passé récent. Donc je ne pense pas qu'on ait quelque chose de gigantesque face à nous comme en 29, mais en revanche, oui, je pense qu'on va avoir un coup d'arrêt, des chutes de valorisation, et que ça n'a aucune importance au fond. Ça n'a absolument aucune importance parce que ça ne change absolument rien au fait que, de mon point de vue, l'intelligence artificielle, plus encore couplée à la robotique demain, plus encore couplée à l'informatique quantique après-demain ou après-après-demain, est une révolution industrielle au même titre que le fut l'automobile, l'électricité à la belle époque ou la machine à vapeur dans les années 1820. Donc oui, bulle sans doute, éclatement à venir, oui, conséquences, à mon avis, sur l'économie relativement mineures, au regard de l'histoire, importance nulle. Oui, c'est-à-dire, en fait, il y a toujours un peu la même mécanique, c'est-à-dire qu'on surestime les effets économiques d'une innovation au moment où elle arrive. La bulle explose, et à ce moment-là, on sous-estime considérablement les transformations qui vont se produire. En réalité, les choses sérieuses commencent après l'explosion de la bulle. Tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, en réalité, on parle beaucoup des investissements dans les data centers, des investissements dans l'IA en général. Quand on regarde ce que ça représente en termes de PIB mondial, on doit être de mémoire... Donc depuis le début du cycle, on va dire il y a 4 ou 5 ans, on doit être à 2,5-3%. Quand on regarde les investissements qui étaient liés à l'électricité ou au chemin de fer, on était au double en fait. Donc c'est très frustrant comme méthode. Un universitaire rigoureux me dirait que ça ne va pas. Un ordre de grandeur. Mais voilà, quand on a ces ordres de grandeur en tête, on peut se dire, et c'est ce que je me dis, qu'en fait il y a encore beaucoup d'investissements devant nous. Le problème, c'est qu'en effet, à ce stade de la révolution industrielle, on ne sait pas encore mesurer, on ne sait pas d'où va venir la valeur, on ne sait pas surtout quels seront les business models. OpenAI est un excellent exemple. Ce sont des choix fondamentaux. Est-ce que ce sera de la publicité ? Est-ce qu'il faudra augmenter le prix des abonnements ? Est-ce qu'il faut faire encore plus d'abonnements premium ? Enfin, tout ça, on n'en sait rien en fait. C'est encore très, très ouvert. Mais je pense en revanche que c'est fondamental. Il y a deux camps au fond d'économistes dans le monde aujourd'hui. Il y a le camp, on va dire, Acemoglu, prix Nobel d'économie, qui pense qu'au fond, l'IA, c'est rigolo, mais ça n'aura pas d'impact majeur en termes de productivité. Et il y a un camp qui, d'ailleurs, est peut-être plus incarné par Philippe Aghion, chez nous, qui considère que là, pour le coup, c'est très important. Et il y a beaucoup de destruction créatrice, mais beaucoup de gains de productivité à la clé. Et je me situe, moi, plutôt dans ce camp-là, parce que, en fait... Le camp des optimistes. Oui, mais tu sais... l'électricité ou le chemin de fer, mais oui, parce que ça a mis énormément de temps. On se posait les mêmes questions, en fait. Et ça a mis des décennies. L'électrification, en fait. C'est presque un siècle. Mais c'est des décennies. Oui, bien sûr. Donc je fais un peu le même raisonnement. Il y a un champ, alors qui n'est pas un champ proprement économique, mais qui ombre les perspectives pour bon nombre de gens, c'est le changement climatique. Qu'est-ce que l'économiste nourri d'histoire peut dire, au fond ? J'allais dire, l'appréhension spontanée de ce problème, c'est que c'est jamais arrivé et qu'on fait face à quelque chose d'inédit et donc de très dangereux. Est-ce que
l'optimiste que tu es trouve des raisons d'espérer là-dessus aussi. Ah oui, alors, alors déjà, cet argument que j'entends, surtout, ça n'est jamais arrivé, mais rien n'est jamais arrivé. Aucun phénomène... On peut dérouler le fil de 2000 ans ou plus, mais rien, tout est nouveau, je veux dire, par définition. Donc le trou dans la couche d'ozone, il n'était pas arrivé non plus. Donc ça, c'est pas un argument qui m'impressionne. Et ce que je trouve très rassurant, surtout dans la question du réchauffement climatique, c'est que c'est un sujet scientifique. C'est-à-dire que on a des climatologues, on a des physiciens, on a des scientifiques. Ils sont plutôt inquiets. Non, mais j'y viens. Mais qui en tout cas nous expliquent ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a une vision très claire du mécanisme du réchauffement climatique. On sait qu'il est lié à des émissions carbone, on sait que ces émissions carbone se concentrent dans l'atmosphère, qu'elles font de l'effet de serre, on sait que ces émissions carbone sont liées à la combustion des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que intellectuellement, le sujet n'est pas difficile. On a le GIEC, qui est quelque chose d'absolument fantastique, même si c'est contesté, mais tout est contesté, donc il ne faut pas prêter énormément d'attention à ça. Mais en tout cas, donc on a ces scientifiques qui font la synthèse des travaux scientifiques, et donc on sait qu'il faut décarboner, qu'on doit décarboner l'énergie, les transports, l'alimentation, et on le fait en réalité. On le fait. Regarde. Ça dépend où. Oui, c'est spectaculaire en Europe. C'est significatif aux États-Unis, c'est aussi très significatif en Chine. Après, oui, d'accord, mais enfin, tu viens de me dire, ça avance en Europe, ça avance aux États-Unis, ça avance en Chine. Enfin, tu viens quand même de prendre un gros morceau là. Après, la question. Non, mais tu vois, et attends, juste sur la Chine. Je suis content que tu dises ça sur la Chine. Ouais. Mais la baisse des émissions carbone en Chine, c'est quand même la meilleure nouvelle de l'année 2025. Personne n'en a parlé. Si. Non, mais d'accord. J'ai fait une chronique là-dessus. Tu as raison. Parce que j'ai considéré que c'était un événement. Absolument. Alors, on est sur des niveaux très élevés, mais ça s'inverse. Pour la première fois. C'est majeur. C'est important. Mais la vraie question, je comprends tout à fait ton argument. Je ne suis pas loin de partager sur certaines choses. Mais là où il y a quelque chose à quoi on n'a pas la réponse et qui reste préoccupant, c'est qu'il va y avoir une course de vitesse entre l'innovation, l'inventivité humaine qui est extraordinaire, qui se laisse rarement, au fond, complètement piéger, et puis la réalité de ce changement avec les phénomènes d'emballement qui, si on en croit les scientifiques, sont manifestes. Je ne fais qu'écouter les scientifiques, soyons très clairs là-dessus. Mais déjà, dans l'histoire des technologies, et ça c'est quelque chose que ne prennent pas beaucoup en compte les climatologues, et ils ont raison dans leur logique de ne pas le faire. Mais en fait, l'innovation n'est pas linéaire. Donc tu ne sais absolument pas. On peut avoir des mauvaises surprises, mais on ne valorise jamais le fait qu'on peut avoir aussi de bonnes surprises. Bien sûr. Dans le domaine de la fusion nucléaire, dans le domaine du stockage des batteries. De temps en temps, on trouve des trucs très importants. Oui, mais enfin, l'histoire de l'humanité, c'est ça, en réalité. Et si l'humanité est toujours là, c'est parce qu'elle a toujours trouvé des solutions qui sont des solutions technologiques. Pardon, je sais que c'est... Parfois, on me regarde comme ça à l'air en me disant « Ah, mais donc, vous êtes un techno-solutionniste », comme si j'allais m'en excuser. Oui. Non, mais je l'assume complètement. De la roue à la fusion nucléaire. Au regard de l'histoire, c'est pas de ma faute, c'est parce que c'est ça l'histoire de l'humanité. Et donc, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Je pense même que ça va se produire. Et puis après, il y a un autre sujet dont on commence à parler, qui est celui de l'adaptation au réchauffement climatique. Oui. Sujet dont on n'a pas parlé ces dernières années parce qu'on a été concentré à juste titre sur l'atténuation, c'est-à-dire diminuer les émissions carbone. Et il faut continuer et accélérer. Mais la question de l'adaptation est très importante. Je te donne un exemple, je trouve qu'on devrait en parler beaucoup plus, c'est un exemple extrêmement concret de notre vie. On est en pleine campagne des municipales. Les scientifiques que j'écoute nous disent aussi que la densité des arbres dans une ville a un impact majeur sur les conséquences du réchauffement. Je trouve que c'est un sujet passionnant, c'est un sujet politiquement que je trouve très, très sympa. Voilà, enfin, on n'est pas arrivé au bout de notre imagination et de nos solutions. Mais tu sais ce que je te disais tout à l'heure en disant ça me rassure parce que c'est un problème scientifique. La géopolitique, par exemple, me semble être un problème plus complexe parce que c'est les interactions, les actions-réactions des passions humaines. Des passions humaines. Et là, pour le coup, on n'est pas dans le domaine scientifique, on est dans le domaine de l'irrationalité. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus difficile à appréhender que le réchauffement climatique. Un dernier mot là-dessus, si tu m'autorises. Quand on fait un peu le bilan du pessimisme depuis Malthus, on va dire. C'est génial, Malthus, hein, j'adore.
Malthus, Marx. Allez, Malthus, on va dire donc l'idée que la population va croître plus vite que les denrées alimentaires, schématiquement, Ouais. et Marx que le capitalisme, en fait, les profits baissent Les tout le rendements temps, voilà, les décroissent. rendements décroissent, et donc on arrive jusqu'à la crise finale. Les deux idées sont géniales. J'adore Marx et Malthus. Mais elles sont fausses. Mais c'est faux. Et en fait, le pessimisme, surtout dans le débat médiatique, donne l'air intelligent sur le moment. Bah, c'est fantastique. Je le vois bien sur les plateaux de télévision, quand quelqu'un annonce la fin du travail, quand il annonce l'embrasement de la planète, c'est fantastique, ça donne l'air intelligent, ça donne l'air lucide, éclairé, c'est génial. Quand on fait le bilan 2 siècles après, c'est faux. Systématiquement. Voilà, j'ai choisi mon camp. Je ne serai plus là pour profiter du fait que j'ai eu raison. C'est vrai que Malthus revient, parce qu'il y a des tas de Oui, gens mais qui disent il est parfait. il ne faut pas faire d'enfants, Ah non, mais ça, je trouve ça dingue. compte tenu de la limitation des ressources, c'est Malthus, hein, Ouais. et puis de cette ombre qu'est le changement Je trouve climatique. ça complètement fou. Alors, je trouve ça complètement dingue. Alors déjà, pour une raison de pure logique, et là encore, c'est Pierre-Henri Tavoyot qui m'avait Tu as des enfants, toi indiqué ça. J'ai 2 enfants. J'ai une fille qui a 19 ans, qui fait des études au Canada, et j'ai un fils de 21 ans qui fait des études d'ingénieur, mais qui veut faire de la musique, mais qui fait des études d'ingénieur parce qu'il veut un parachute, ce qui me semble une idée tout à fait raisonnable. Comme parents, on est rassurés de voir. Mais je suis vraiment très confiant pour eux. Et puis, surtout, Pierre-Henri Tavoyot donc, a un argument qui est de dire, mais au fond, si on dit que l'avenir de l'humanité, la sauvegarde de l'humanité passe par le fait de ne plus faire d'enfants, il y a une contradiction très forte en soi. Cet argument est génial, je trouve. Il faut quand même Il est quelqu'un pour incroyablement vérifier que c'était juste. la bonne solution. Non, mais, je veux dire, voilà, il y a déjà bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que prenons la question du réchauffement climatique. Moi, j'oppose 2 contre-arguments à cet argument. Le premier, c'est que notre génération peut contribuer à résoudre le réchauffement climatique, mais ça suffira pas. Donc, il faudra bien des gens pour continuer. Donc, qui va le faire ? C'est bien les humains qui luttent contre le réchauffement, alors, sauf à être un décroissant passionné et à considérer, mais là on entre dans un anti-humanisme, c'est-à-dire qu'on va considérer que la planète est plus importante que l'humain. Bon, moi je suis inscrit dans une philosophie qui est celle des Lumières, donc je considère que si on sauve la planète, c'est pour nous, c'est pas pour la planète. Donc ça, c'est quand même un argument. Le deuxième argument, c'est que si on fait des efforts, par exemple, dans le domaine de la décarbonation, si on investit de l'argent, si on investit dans le renouvelable, dans le nucléaire, si on essaie de faire de l'économie circulaire, ben c'est bien pour les générations d'après. C'est pas pour nous. Si on n'a plus d'enfants, quel est le sens de l'action ? Ça n'en a plus. Franchement, moi je me moque du fait qu'il fasse plus chaud pour moi cet été. Ça n'est pas mon sujet, je m'en accommode. Ce qui m'intéresse, c'est de contribuer très modestement au fait de perpétuer une aventure humaine qui sera pour nos enfants, pour nos petits-enfants, etc. Donc je trouve cet argument absolument absurde en tout point. Quant à ceux qui nous expliquent qu'il ne faut pas faire d'enfants parce que c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui, on prend une frise chronologique, on prend n'importe quel point, et il y a des problèmes. Et comme tu le sais très bien... On pouvait se dire en 43 la même chose. Et je sais que tu connais ces sujets par cœur. C'était Voilà. le début du baby-boom, bien sûr. Quel est le meilleur livre que tu as lu récemment ? Je peux répondre même si ce sont des livres qui ne sont pas nécessairement des livres récents. Évidemment. Il se trouve que je suis devenu élève pilote. C'est une vieille passion. J'apprends à piloter des avions. Et j'ai lu la biographie de Mermoz par Joseph Kessel. Tu connais ? Tu l'as lu ? Pas du tout. Lis-le, je suis sûr que ça va te passionner. Alors Joseph Kessel était un de tes collègues, un journaliste, un immense écrivain, il était lui-même pilote. Mais ce qui m'a frappé, si j'intellectualise un peu, c'est qu'en fait, la grande différence entre notre société aujourd'hui et la société, on va dire, d'il y a un siècle, schématiquement, c'est le rapport au risque. C'est stupéfiant. En fait, ces pilotes, ils sont tous morts en exercice. Oui. Alors certains sont morts pendant la guerre, comme Saint-Exupéry. Bien sûr. Mais beaucoup sont morts en ligne. C'était l'aventure de l'aéropostale. C'est stupéfiant. Et grosso modo, l'aéropostale passait un peu ça par perdre ses profits. C'était triste.
on allait présenter ses condoléances à la famille, mais ça n'allait guère plus loin. Aujourd'hui, s'il y avait un accident dans la Station spatiale internationale, je pense que le programme s'arrêterait. Alors, donc, notre rapport au risque, ce qui est un vrai sujet, hein, c'est considérablement changé. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est tout à fait fascinant. C'est une évolution souhaitable, bien évidemment, de nos sociétés. Et en même temps, il faut trouver les astuces pour que ce ne soit pas quelque chose de paralysant et qui nous empêche d'avancer. Dans le livre, je ne sais pas si tu connaissais ce texte, mais je cite le discours de Lamartine suite à l'accident de chemin de fer de Meudon. C'était sous Louis-Philippe et c'est fantastique parce que donc c'est terrible, hein, cet accident. Les gens meurent calcinés dans le wagon. Ils revenaient de Versailles. Je ne sais plus si c'était l'anniversaire de Louis-Philippe ou quelque chose. Je ne sais plus. Enfin, c'était quelque chose de... Et 3 ou 4 jours après, Lamartine fait un discours en disant « Mais attendez, on doit développer le chemin de fer. La France, c'est ça. On doit continuer vraiment cette grande aventure. » Alors ça, évidemment, aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un tienne ce discours, mais ce serait compliqué. Il y a un autre... Alors, puisqu'on est dans la séquence livre, il y a un philosophe espagnol que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fernando Savater, qui est malheureusement pas très connu, et dont j'ai lu je parle pas l'espagnol, je ne lis pas l'espagnol malheureusement, mais dont j'ai lu la totalité des livres, mais il y en a 5 ou 6 qui ont été traduits en français, et qui explique notamment une idée que je trouve géniale et fondamentale et qui a à voir avec ce qu'on s'est dit, c'est le fait que l'innovation technologique est ce qu'il y a de plus naturel chez l'homme. Parce que l'homme est très imparfait du point de vue évolutionniste, on n'a pas d'aile, on n'a pas de roue, on n'a pas de... Et donc notre survie, elle est conditionnée par l'évolution technologique. Et donc, l'opposition qu'on entend beaucoup en ce moment, technologie-humain, n'a aucun sens, puisque justement, notre nature, c'est la technologie. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais je trouve cette idée absolument féconde et géniale. Merci Nicolas Bouzou. Merci François. Merci pour ce parcours dans l'histoire française et cet optimisme. On espère que... J'ai raison. Que tu as raison, voilà. Mais en tout cas, c'était une façon intéressante de lire l'histoire française. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode du podcast « Pourquoi faire compliqué ?» sur les plateformes TF1 et sur YouTube.